Bienvenue sur la TFM. Merci de votre fidélité à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Gueye. Amadou Gueye est le président de l'UNUS. L'UNUS, c'est l'Union nationale des indépendants du Sénégal. M. Amadou Gueye, c'est aussi l'initiateur de Terminus 2012, un mouvement de contestation qui a eu lieu ici au Sénégal pendant l'année 2012. M. Gueye est aussi consultant international, auteur du livre Dieu, la République et nous. M. Gueye, merci d'avoir accepté notre invitation. Le président Macky Sall vient de faire un discours à la nation le 3 avril dernier. De façon globale, quelle analyse faites-vous de ce discours? Merci Alassane de me recevoir à votre émission. Je voudrais, à l'instar du président de la République, en profiter pour souhaiter à tous mes concitoyens sénégalais une bonne fête d'indépendance. Avant de venir sur le discours, je pense que la fête de l'indépendance, donc la fête du 4 avril, devrait être l'occasion pour le peuple que nous sommes de redécouvrir ce passé qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est aussi l'occasion que nous devrions saisir pour présenter ou en tout cas donner corps à ce but qui doit nous lier comme peuple. Et c'est enfin l'occasion aussi que nous devrions utiliser pour réaffirmer cette foi transcendante qui doit unifier tous les systèmes et valeurs individuels et collectifs. Et donc c'est notre devise, un peuple, un but, une foi. Je pense que nous devons utiliser cette date pour exulter sa richesse. Malheureusement, aujourd'hui, il faut quand même constater que, en termes de but, il est difficile à un Sénégalais de répondre à une question aussi simple. Quel est le but qui nous unit? Il est difficile à un Sénégalais, dans peut-être cette fragmentation des systèmes de valeurs qui se développent de part et d'autre, de donner corps à cette foi qui doit être transcendante et qui nous unit. Et c'est pour ça, je pense qu'il est important, dans le cadre d'un discours comme celui du président de la République, de restaurer cette vision. Je pense que cette devise ne doit pas être juste une devise, un slogan. Elle doit vraiment être la trame, la lame de fond qui lie les citoyens que nous sommes. Mais je pense que peut-être le président a choisi peut-être un peu d'avoir une approche assez politique de son mandat. Et c'est de ce point de vue donc qu'il faut analyser ce discours. Sur le contenu, je pense qu'il faut noter qu'il a voulu peut-être s'associer un peu à cette approche festive en venant avec beaucoup de promesses. Je ne le lui reprocherai pas. Peut-être c'est toujours une approche politique, c'est un choix comme un autre. Mais je pense encore une fois que ce qui est important pour un pays qui a besoin d'aller loin, de faire des sacrifices, il est important d'avoir une idée de cette vision nationale qui doit fédérer les énergies et l'effort de tous les Sénégalais. Tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas ce cadre directeur de cohérence pour expliquer et faire comprendre aux Sénégalais quels sont les choix et les sacrifices que nous devons faire, il deviendra difficile de leur faire admettre les mesures. Et de ce point de vue, l'omission sur les questions touchant la demande sociale est éloquente plutôt, parce que voilà une promesse qui a été faite par le président Macky Sall, mais tous nous savons, il le sait, que le régime ne peut pas faire baisser le niveau des prix des denrées de première nécessité. Donc encore voilà un domaine où il y a un malentendu grave qui est là, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans un espace de vérité. Les politiciens, en faisant des promesses, ils savent qu'il y a la réalité du marché. Oui. Quelle que soit la situation, si le Sénégal ne produit pas, absolument, il ne peut pas baisser les prix. Absolument. Et ça, c'est une réalité. Absolument. Ils savaient déjà avant de venir au pouvoir. Absolument. Alors c'est pour ça, encore une fois, moi je dis dëkk ak dëgg. Il faut qu'on s'inscrive dans un espace, dans un rapport de vérité entre les dirigeants et le peuple. Cela ne sert à rien de promettre ce que l'on ne peut pas réaliser. Et pire, cela engendre un malentendu et des tensions sociales. Et donc, encore une fois, je dis qu'il faut s'inscrire dans un rapport de vérité, s'éloigner de cette approche politicienne qui consiste juste à promettre et quelquefois à se résoudre à faire du saupoudrage, notamment sur la question de l'emploi, où 17 milliards ont été promis aux jeunes. Encore une fois, on a vu auparavant la promesse avec le fonds GIP de la mise en place, en tout cas, d'un fonds qui allait permettre de répondre de manière assez conséquente à ce problème. Aujourd'hui, on a une annonce de 17 milliards. On ne sait pas si c'est lié à ce cadre, donc à ce fonds GIP. On semble retourner un peu au dispositif et à la stratégie du défunt régime
qui par ailleurs n'a pas marché. On se souvient bien que le FNPJ avait été mis en place, mais parce qu'il n'y avait pas un vrai projet derrière de réponse à l'emploi, eh bien ces fonds ont été dilapidés. Et donc je trouve qu'il est un peu malheureux qu'on soit un peu dans la même stratégie. Et c'est là, je pense que le président le fait parce qu'il est sous la pression. Le président parle de rationalisation justement. Oui. C'est ces agences qui gèrent le pays. Le FNPJ, la Neige et l'Agence nationale de l'emploi des jeunes, avec aussi OVEJBAM. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le bilan de ces agences pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché? Absolument. Et pour repartir des bons pieds. Absolument. Je pense que c'est une nécessité. Il faut faire le bilan de cet échec, mais au moins pour en tirer les leçons, parce qu'il faut capitaliser sur les expériences passées, parce que même les échecs ne sont pas inutiles, on peut toujours en apprendre. Donc, effectivement, comme vous le dites, il faut faire un bilan. Le gouvernement a annoncé effectivement qu'ils vont aller dans le sens d'une rationalisation, mais encore une fois, cela fait 1 an. À défaut d'avoir les résultats, il faudrait quand même que des propositions commencent à émerger. Et de ce point de vue, encore une fois, le FONGIP a été annoncé, mais depuis que le projet a été voté au niveau de l'Assemblée, le fonds 6, qui sera beaucoup plus un fonds peut-être pas seulement dédié à l'emploi des jeunes, mais beaucoup plus aux investissements prioritaires, aux grands projets auxquels l'État devrait s'associer pour booster le secteur privé. Mais sur toutes ces initiatives qui ont été avancées, depuis que les projets de loi ont été votés, c'est le silence radio. Parce qu'il n'y a pas un début de réalisation. Il n'y a pas de début de réalisation, il n'y a pas une dynamique de conception, de mise en place de nouveaux dispositifs. Et cette dynamique, elle est importante. Bon, je me réjouis quand même que le président ait annoncé quand même une concertation qui va permettre un peu de mettre sur la table l'ensemble des acteurs et des solutions en matière d'emploi. Je pense que c'est un aveu franc. Et tous les Sénégalais, en tout cas tous ceux qui sont porteurs de solutions ou d'initiatives en matière d'emploi, en tout cas je m'associe à l'appel du président pour qu'ils viennent, parce que l'emploi est une question majeure. Ce n'est pas juste le problème de quelques chômeurs. L'emploi devrait être au cœur des stratégies et des politiques publiques. L'emploi est la porte d'entrée pour la cohésion sociale. Partout, on l'a vu, notamment en Tunisie, même s'il y avait un taux de croissance remarquable, même s'il y avait un environnement des affaires qui était loué par la Banque mondiale et le doing business, il reste que parce que l'emploi n'était pas placé au cœur de ce dispositif et qu'il y a une grande partie des jeunes qui étaient exclus du système, eh bien le système a été renversé. Mais comment placer l'emploi au cœur du dispositif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par reconnaître l'emploi comme une problématique intégrale qui doit être prise en charge sur l'ensemble des départements et des stratégies qui sont développées au niveau national. Vous voyez qu'il y a depuis entre 2000 et 2012, on ne s'est pas contenté juste de parler de croissance, on a essayé d'associer à la stratégie de croissance la lutte contre la pauvreté. Et dès lors, la conception a été faite au niveau du cadrage macroéconomique, mais ça aussi a été décliné au niveau des différents départements. Et dans chaque département devait dire dans quelle mesure sa politique contribuer à la réduction de la lutte contre la pauvreté. Ma conviction est que c'est l'emploi et la croissance qui sont les deux mamelles de la production, de la productivité et de la croissance et de la cohésion sociale. Et donc aujourd'hui, à la place d'ailleurs de la réduction de la pauvreté, il faudrait parler d'une stratégie d'emploi et de croissance. Et à partir de ce moment, aussi bien dans le cadrage économique que dans la déclinaison de la stratégie économique dans les différents départements y associant le secteur privé, on va mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires qui permettent de répondre à la problématique de l'emploi. Et je voudrais terminer sur une chose. Lorsqu'on parle d'emploi aussi, il faut quitter cette stratégie de charge qui consiste à penser qu'il faut mettre 10, 20, 15 milliards pour se débarrasser de problèmes. Non. L'emploi est aussi un domaine porteur d'opportunités. Lorsque vous avez aujourd'hui des chômeurs qui sont des techniciens en aquaculture, alors que nous avons besoin de faire du repos biologique sur nos mers, eh bien, nous avons une opportunité de développer un secteur porteur qui peut permettre non seulement de répondre à des besoins intérieurs, mais aussi à des besoins d'exportation. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des centaines de techniciens en pêche et aquaculture qui chôment. Je donne encore l'autre exemple. Il y a aujourd'hui des 600 médecins qui chôment. Or, nous n'avons pas encore atteint de manière suffisante la couverture sanitaire nécessaire. Je pourrais encore en donner des exemples et des exemples. Mais est-ce que là, il n'y a pas aussi un problème? Parce qu'on voit que beaucoup de Sénégalais sont formés dans un domaine bien précis. Mais la plupart des Sénégalais ne veulent pas travailler à l'intérieur du pays. Ils préfèrent travailler à Dakar. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas de médecins. Pas parce qu'il n'y a pas de médecins. C'est parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas y aller. Alors, je pense qu'à ce niveau, il y a deux choses.
il faut qu'on soit clair. Hein. Moi, j'ai la chance, j'ai eu l'occasion je suis né à Sokone, j'ai eu l'occasion de passer à travers plusieurs régions du Sénégal pour une raison bien simple, c'est que mon père qui était gendarme était affecté de région en région. Je ne suis pas sûr qu'il y a un plan de carrière bien établi pour les gendarmes, mais disons que de manière générale, il faudrait un temps minimal que les agents de l'État devraient passer même dans les régions. Donc ça vaut pour les gendarmes, ça doit aussi être la même chose pour les médecins. Et de ce point de vue, c'est une exigence. Le Sénégal ne peut pas se réduire à Dakar. Il faut aussi que l'ensemble des autres régions reçoivent les mêmes services auxquels les Dakarois ont accès. Alors de ce point de vue, je pense que la première chose, c'est de faire appliquer une sorte de justice sociale dans la mise à disposition des ressources, et c'est donc au ministère de faire appliquer une telle disposition aux services essentiels. Ça vaut pour les services de sécurité, ça vaut pour les forces territoriales comme la gendarmerie, ça doit valoir aussi pour les enseignants, pour les médecins. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut quand même dénoncer le fait que toutes les ressources sont concentrées à Dakar. Si les médecins ne veulent pas quitter Dakar, c'est tout simplement que l'ensemble des services et ressources sont disponibles à Dakar. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui peut-être de lancer un message pour donner suite à cette vision que le président avait exprimée, de procéder à une véritable décentralisation. Dans son programme Yonou Yokouté et même dans les assises nationales, on parle de cette opportunité de mettre en place des pôles de développement. C'est dommage qu'aujourd'hui qu'on constate que sur ce plan, il n'y a absolument rien. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous pensons que par exemple, les jeunes aujourd'hui devraient pouvoir bénéficier d'un programme ambitieux qui permettrait de mobiliser 600 à 800 milliards dans une zone d'éclosion économique et sociale comme Tambacounda, par exemple, qui a des ressources extraordinaires, aussi bien en eau, les terres y sont. C'est une zone qui n'est pas excentrée comme Dakar, qui se trouve à côté des pays frontaliers, près de la Casamance, qui possède un potentiel extraordinaire et qui pourrait être mise à contribution pour créer encore une fois une zone d'éclosion économique et sociale où les jeunes pourraient travailler et dans le cadre d'un service national généralisé, pourraient aussi avoir l'occasion d'expérimenter leurs projets aussi bien dans le domaine agricole que dans d'autres domaines prioritaires, l'éducation, l'énergie, dans la construction de panneaux solaires, etc. Donc il faut créer des zones d'opportunité en dehors de Dakar parce que, encore une fois, vous savez, nous sommes à Dakar tout simplement pour une raison bien simple. Eh bien, c'est parce que le colon a construit à Dakar. Mais nous-mêmes, nous n'avons jamais fait cet effort de nous réapproprier notre espace en nous posant une question simple. Où est-ce qu'on va démarrer, où on va organiser notre développement, comment on va l'aménager? C'est une question fondamentale. Et de ce point de vue, je pense que Tambacounda, qui constitue 30% de la superficie de ce pays, qui a toutes les ressources, encore une fois, qui permettent de soutenir le développement d'une zone d'éclosion économique et sociale, devrait en tout cas attirer l'attention de nos décideurs au lieu de continuer à concentrer l'ensemble des investissements juste dans ce petit espace réduit. Mais pour développer ces zones, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Où trouver l'argent? Écoutez, aujourd'hui, je pense que la chose qui est la moins rare, je dois dire, au Sénégal, dans le monde, ce sont les ressources financières. Et vous parlez aux banquiers, ils vous le diront toujours, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est le projet. Quand nous parlons de mettre en place une zone d'éclosion économique et sociale, nous parlons d'organiser un projet d'investissement effectivement très important. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons commencé à en faire le plaidoyer. Il y a une 4e licence de téléphonie qui doit être lancée. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a la dernière licence de téléphonie qu'on a vendue à Expresso et ensuite à Tigo, c'est des ressources qui ont été consommées. Or, il y a des revenus exceptionnels qui doivent aller à des investissements exceptionnels. Aujourd'hui, de cette 4e licence de téléphonie, on peut tirer au moins 125 à 150 milliards. Et toutes les redevances de cette 4e licence de téléphonie, estimées sur 10 ans, nous avons fait le calcul, peuvent rapporter au moins, je dis bien au moins, 300 milliards. Mais l'ensemble de ces ressources, par acte législatif, pourraient être consacrées au financement de l'emploi des jeunes dans le cadre d'un tel projet. Je donne encore un autre exemple. Nous avons aujourd'hui 600 milliards de rentrées d'argent qui viennent des transferts internationaux d'argent de nos compatriotes qui sont à l'étranger. L'argent envoyé par les immigrés. L'argent envoyé par les immigrés qui passe par les banques. La plupart de ces immigrés quittent ces pays parce que les banques ne les financent pas. Et quand
ces immigrés renvoient de l'argent, eh bien les banques sont là à prendre leur taux de 2,5%. Moi je dis il faut procéder à une désintermédiation du secteur bancaire. Et en le faisant, en utilisant aujourd'hui... C'est-à-dire que les banques ne s'occupent plus... du transfert d'argent. Les banques n'ont aucun apport dans cette opération. L'État peut faciliter cette opération, aussi bien pour les opérateurs classiques comme MoneyGram, comme Western Union, et de manière à ce qu'il y ait même une baisse des coûts pour ces opérateurs et pour l'immigré. Et cette économie pourrait être partagée justement entre l'État et les opérateurs et ceux qui envoient l'argent, de manière à générer, on l'a calculé, 2,5%, qui là encore, on a fait une évaluation sur 5 ans, pourrait rapporter au moins 300 milliards, sur 15 ans pourrait rapporter 300 milliards. Donc déjà, juste sur ces deux propositions, il y en a d'autres. Je donne l'exemple, aujourd'hui, les ressources qui vont être tirées de l'exploitation de l'or à Sabodola vont rapporter 200 milliards en termes de recettes pour l'État. Je parle de recettes nettes. Donc, il est possible de trouver de nouvelles ressources. Et si vous pouvez mobiliser 600 ou 800 milliards, eh bien, vous pouvez aussi mobiliser le même montant dans des fonds de partenariat public-privé. Et c'est donc au moins 1600 milliards dont vous pouvez disposer sur 10 ans pour créer cette zone d'éclosion économique et sociale, instituer le service national pour qu'un jeune à 18 ans y adhère pendant un an. Pendant un an, il va être en position de formation et d'activité dans des domaines porteurs. Et quand il va en sortir, il aura accès à un espace d'opportunité à travers une société que nous appelons la Société nationale des jeunes du Sénégal, qui permettra de financer les jeunes. Et une autre mesure aussi que l'on pense être importante pour supporter cette éclosion des jeunes, c'est de consacrer 20% des marchés de l'État à des projets qui sortiraient du service national. C'est 50 milliards par an. Donc la réponse à l'emploi, c'est un dispositif qui permet de faire qu'un jeune à 18 ans se rende compte qu'il a un dispositif de formation qui lui permet, et durant cette formation, qui lui permet de faire face, disons, à toutes ces valeurs civiques, parce que dans le cadre de ce service national, il y aura une restauration, comme je dis, de cette devise, l'histoire que nous avons vécue, le but, là où nous voulons aller, qu'il se restitue encore dans l'histoire du Sénégal et que l'histoire même du Sénégal lui soit restituée pour qu'il comprenne quel est son rôle. Et ça, c'est important dans la préparation des citoyens. Est-ce que cette formation ne va pas laisser en rade ceux qui ne sont pas allés à l'école? Comment faire avec ces gens-là? Alors aujourd'hui, on a vu à Dakar, par exemple, un exemple que je donne, les écuries de lutte. Il y a beaucoup de gens qui s'activent dans la lutte aujourd'hui au Sénégal. Mais ça ne veut pas dire que dans les écuries, il y aura plus de 5 ou 4 champions. Et les autres, on en fait quoi? Je suis totalement d'accord. Non, mais d'ailleurs, c'est que justement, aujourd'hui, le seul système d'éclosion sociale qui est posé, c'est l'école. Aujourd'hui, l'État n'a que l'école comme dispositif. Si vous avez la chance, comme vous et moi, de réussir à travers ce dispositif et d'avoir un emploi, c'est tant mieux. Mais sachez que 40% des jeunes entre 14 et 18 ans n'ont pas d'éducation formelle. Comment faire? Ça veut dire qu'ils sont tombés hors du système scolaire. Eh bien, justement, ce dispositif du service national va leur offrir une seconde chance. Ils peuvent donc repartir sur un autre conduit, sur une autre stratégie de valorisation, de formation de leurs compétences. Et lorsqu'ils vont en sortir, parce que pendant cette année de service national, ils vont servir l'État dans des chantiers agricoles, au service de la prévention de la santé, au service du renforcement scolaire, par exemple pour un étudiant qui est formé pendant 3 ans et qui va faire du renforcement scolaire. Ils peuvent être utilisés dans la mise en place de panneaux solaires. Il y a des dizaines de chantiers dans lesquels ces gosses vont se retrouver en position d'activité et de travail. Et quand ils vont en sortir, le principe réellement, c'est que chaque jeune reçoive au moins 200, 300 mètres carrés dans le cadre d'un projet viabilisé. Il commence avec un patrimoine. Je ne comprends pas pourquoi il faut laisser les Sénégalais avoir 50 ans pour commencer à s'occuper de la problématique d'avoir une maison. Il faudrait qu'un jeune, après qu'il ait servi son pays pendant 1 an, puisse avoir accès au moins à un début de patrimoine qui lui donne un désir d'avenir, qu'il se rende compte qu'il a un avenir et qu'il puisse avoir accès à des services de financement, qu'il puisse avoir accès à un marché, comme je vous dis, 20% des marchés de l'État, c'est 50 milliards, il se mettrait avec d'autres jeunes pour compétir. Et donc, la réponse, c'est de les initier, de les préparer à la vraie vie, en leur donnant des vraies opportunités
qu'ils puissent se rendre compte que quand on leur parle de politique d'emploi, il ne s'agit pas juste de faire des balayeurs ou des agents de sécurité. Il faut libérer les énergies, les désirs d'avenir des jeunes. Nous sommes tous des êtres humains. C'est ce désir d'avenir, ces ambitions que nous avons en nous qui doivent porter l'effort que nous devons faire. Et pour moi, encore une fois, je pense qu'un tel dispositif va permettre au Sénégal de mettre les jeunes au centre du développement économique. Et c'est important pour nous de comprendre que notre mission, ce n'est pas tant de régler nos problèmes économiques, de demande sociale. La grande question à laquelle nous faisons face, c'est de voir comment léguer un Sénégal d'avenir à nos enfants. Et de ce point de vue, je pense que nous sommes des hommes de transition. La vision que nous devons construire, et le président de la République, je l'y invite, c'est à chaque moment de montrer comment les actes que nous devons faire, que nous faisons, sont des actes qui construisent, qui préparent les générations futures. Je pense que c'est cette vision, en tout cas, vers laquelle moi j'invite tous les acteurs politiques, la société civile. Il faut mettre en place un dispositif, il faut que l'on lègue aux générations qui vont venir un véritable avenir. Et pour ça, il faut que l'on dégage les ressources financières. Il y a des exemples de ressources que je viens de mentionner, qu'on leur crée un dispositif d'éclosion économique et sociale. Et cela n'empêche pas, par ailleurs, l'État de continuer à développer toutes ces stratégies. Parce que là, il s'agit de ressources nouvelles. On n'est pas en train de parler, de prendre des ressources de l'éducation ou de la santé pour les consacrer exclusivement aux jeunes. Il faut vraiment un nouveau dispositif d'éclosion économique et sociale. L'État pour l'emploi des jeunes, il parle de l'agriculture. Oui. Est-ce que vous pensez que le développement des pôles agricoles dans les régions est une réponse à cette demande sociale? Je pense qu'il est clair, et depuis les indépendances, et même avant, et dans tous les pays, il est clair que l'agriculture est un poumon essentiel pour le développement de n'importe quel pays. Mais je dis encore, ce n'est pas le seul domaine sur lequel il faut agir pour développer un pays. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un problème dans le discours du président de la République et du gouvernement. Pourquoi? J'ai l'impression quelquefois qu'on dit aux jeunes, allez cultiver. Mais bon sang, les jeunes qui viennent ici dans la ville, mais ils viennent des champs, ils viennent des villages, pourquoi ils les ont quittés? Mais c'est que précisément, ils ne peuvent pas réaliser leurs ambitions d'agriculteurs. N'est-ce pas? Il est important, encore une fois, de se rendre compte que ce qui libère les énergies, c'est le désir, l'ambition, la motivation. Ceux qui sont intéressés à l'agriculture, mais il faut s'adresser à eux et leur offrir un dispositif pour qu'ils aillent vers l'agriculture. Qu'ils soient producteurs, qu'ils viennent de la ville, qu'ils soient jeunes ou non. Ceux qui veulent devenir médecins, mais il faut qu'ils trouvent leur place. Mais j'ai envie aussi d'avoir des mécaniciens qui demain veulent seront en mesure de fabriquer certaines pièces détachées. Mais moi, j'ai envie d'avoir au Sénégal des techniciens en aquaculture qui demain sont capables de nourrir le Sénégal avec des exploitations de pisciculture extraordinaires. Encore une fois, ce qui est important, il faut que l'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on est chômeur que l'on doit recevoir une réponse misérable. Il faut une véritable réponse pour libérer les énergies. Et je l'ai dit tout à l'heure, le chômage, c'est aussi un vivier d'opportunités. C'est les énergies de ces jeunes qu'il faut transformer en ambition. De ce point de vue, l'agriculture n'est pas une réponse suffisante pour répondre aux problèmes du chômage ni aux problèmes du développement. C'est un secteur important, mais à force de se pencher uniquement sur l'agriculture depuis des dizaines d'années et de négliger un peu tous ces autres secteurs aussi qui sont aussi importants, je pense qu'on risque de passer à côté. Donc il faut un équilibre dans le discours, il faut un équilibre dans le dispositif et il faut aussi du réalisme. Aller cultiver, ça demande des moyens, ça demande une formation. Et de ce point de vue, il ne suffit pas de dire juste aller cultiver. Il faut mettre en place des moyens. Et encore une fois, il y a aujourd'hui des paysans qui sont dans les exploitations agricoles qui attendent de l'aide. Comment sauter ce segment qui est déjà là, dans son créneau, pour ensuite leur dire on va prendre des jeunes qui viennent de la ville pour aller faire de l'agriculture, on va leur donner des moyens extraordinaires, mais vous, on vous met à côté. Il y a une incohérence. Encore une fois, je veux qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire que l'agriculture n'est pas importante, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une priorité.
Mais je dis il faut qu'il y ait un cadre de cohérence globale qui permette à tous les Sénégalais de se retrouver dans la dynamique que nous avons besoin d'impulser dans les différents secteurs, incluant l'agriculture, incluant l'industrie, incluant les services. Voilà. Est-ce que le problème, c'est pas aussi qu'on est dans un pays où tout est prioritaire, qu'il faudrait peut-être commencer par un segment pour développer les autres segments? Parce que si vous voulez aussi embrasser tout, rien n'ira. Non, je suis d'accord. Problème. Non, je suis d'accord. Mais encore une fois, je pense que le gouvernement a fait son choix de dire que c'est l'agriculture qui va être sa priorité. Bon, mais quand même constatons que jusque-là, ça reste du niveau du discours. Et ce n'est pas nouveau. Le président de la République, Abdoulaye Wade, avait lancé sa Goana. Avant cela, encore une fois, il y avait la nouvelle politique agricole. Donc, encore une fois, ce n'est pas une nouvelle chose. Moi, ce qui m'intéresse réellement, ce sont des actes concrets qui s'inscrivent dans une vision globale, durable, cohérente. Justement, pourquoi, à votre avis, à chaque fois, c'est des discours qu'on fait, des paroles, des promesses, pourquoi l'action pose problème dans notre pays? Bon, c'est une bonne question. Écoutez, j'en viens à la conclusion à laquelle arrivent tous les Sénégalais. C'est qu'en dernier lieu, je pense que les pouvoirs politiques ont beaucoup plus de génie dans la conquête du pouvoir que dans l'exercice du pouvoir. Je pense qu'ils sont portés par une dynamique fondamentale, c'est une dynamique de conquête de pouvoir. Et aujourd'hui, vous voyez bien que le débat qui est en train petit à petit de s'installer, c'est le débat pour les élections locales. Alors que les Sénégalais n'ont pas encore de réponse à la question de l'emploi, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après les concertations dans le secteur de la santé, alors que les conclusions qui sont en train d'être déposées par le comité de réflexion sur la réforme de l'enseignement supérieur peinent peut-être un peu à convaincre même les étudiants. Voilà que les politiciens, eux, sont engagés dans cette dynamique vers les élections locales. Alors, pourquoi il en est ainsi? Je pense que c'est la grande question. Et c'est la grande question qui, pour nous, doit être résolue par les Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les Sénégalais arrêtent d'attendre que les politiciens leur fournissent des réponses. La société civile aujourd'hui et les indépendants, donc ce pôle des indépendants auquel nous nous identifions, doivent travailler à renforcer les capacités des citoyens à prendre en main leur destin. Mais est-ce que ce n'est pas ça le mal du Sénégal? J'ai entendu Ibrahima Thioub Historien dire que les Sénégalais, ce n'est pas des gens qui sont dans l'action. C'est souvent des gens qui font du das fananal. C'est-à-dire qu'ils attendent les gens au tournant pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais quand les choses se déroulent, ils sont là en tant que spectateurs. Je pense que c'est une stratégie fatale pour tout le monde. Ce n'est pas un problème psychologique. C'est un gros problème et c'est pour ça, encore une fois, mais il ne faut pas en faire une fatalité. Hein? Je pense qu'il y a des traits culturels dominants qui sont là, avec une tradition d'État providentiel qui tend à faire croire que les citoyens doivent attendre que l'État amène toutes les solutions. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on s'inscrive dans un rapport de vérité et que l'on sache que l'État est un acteur, comme les citoyens sont un acteur, et que chacun a un rôle à jouer. Et de ce point de vue, il ne faut pas attendre que l'État fournisse toutes les solutions parce que l'État est incapable, l'État-providence a failli. Et encore une fois, la société civile devrait travailler à renforcer les capacités des citoyens, à leur montrer les voies et moyens qui leur permettent de répondre à un certain nombre de problèmes pour lesquels ils ont des réponses. Évidemment, il ne s'agit pas de tous les problèmes. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des éléments sur la justice, il y a des éléments qui sont du ressort de l'État. Mais aujourd'hui, par exemple, au niveau local, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des citoyens, dans le cadre de ces compétitions qui vont venir, de faire une liste citoyenne? Parce que dans chaque localité, mais vous avez des médecins, mais vous avez des enseignants, vous avez des personnes dignes, honnêtes, vertueuses, qui sont capables, je ne dis pas de devenir maire, mais de s'impliquer, de s'investir dans la gestion de leur localité. Et d'ailleurs, ce serait une réponse formidable à tous ces acteurs politiques pour leur montrer qu'après le 23 juin, durant lequel les citoyens se sont mobilisés dans la rue, eh bien, ces mêmes citoyens peuvent continuer le combat démocratique avec des moyens démocratiques en se saisissant des appareils, des instances municipales pour donner un signal fort aux politiciens que si les choses continuent ainsi,
et qu'ils ne s'occupent pas de la résolution des problèmes des Sénégalais, eh bien, ils ont une suite, ils peuvent y donner suite, parce qu'aujourd'hui, quand même, les politiciens, le nouveau régime, ils contrôlent l'Assemblée nationale, ils ont le gouvernement. Qu'est-ce qui les empêche d'avancer sur les questions de réformes qui ont été adoubées par la plupart des Sénégalais? Qu'est-ce qui les empêche de mettre ensemble leurs réflexions, leurs contributions? C'est Moustapha Niasse, c'est Idrissa Seck, c'est Macky Sall, c'est Tanor Dieng. On nous dit qu'ils ont une vision, on nous dit qu'ils ont une compétence, on nous dit qu'ils ont une expérience. Comment ça se fait aujourd'hui? Cette coalition qui a été portée au pouvoir ne peut pas mettre ensemble ses compétences pour servir le Sénégal. Parce qu'en dernier lieu, c'est ce qui est important. Quelle que soit la vision, la compétence, tout se résume à la question économique. Aujourd'hui, dans nos pays, on a vu que la Banque mondiale et les FMI sont dans nos pays, pratiquement font des programmes, empêchent nos pays d'aller vers le développement. Oui. Joseph Stiglitz, l'ancien de la Banque mondiale, avait même écrit un livre qui s'appelle La Grande Désillusion, en montrant carrément que les FMI et la Banque mondiale n'ont jamais développé un pays. Pourquoi le Sénégal ne peut pas sortir de cette triptyque ou bien de ce problème Banque mondiale et FMI pour aller chercher de l'argent sur le marché international et développer le pays, financer les projets? Non, je suis d'accord. Mais pour le faire, je pense qu'il y a deux exigences. Lesquelles? Je pense que d'abord, il faut du courage, tout simplement. Ils en ont nos leaders là? Je les attends sur les actes pour le constater. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont choisi de rester sous la tutelle de ces organisations qui, en fait, portent la vision de ce que nous devons être. J'entendais ce matin le ministre de l'économie et des finances qui se réjouissait un peu du rapport positif qu'il va faire au FMI. Encore une fois, ils ont choisi de rester sous tutelle. Donc, pour en sortir, il faut du courage. Et je dis, il faut du courage parce qu'effectivement, cela nécessitera une période de transition, d'ajustement qui nécessitera des sacrifices. Et cela me ramène encore à cette nécessité d'encore une fois de montrer aux Sénégalais qu'il y a un but qu'ils doivent partager et que pour aller vers ce but, cela demande des sacrifices. Justement, est-ce que les situations ne sont pas contradictoires? Au moment où le président va aux États-Unis pour se plaindre du fait que les MCA, les procédures sont très longues, les procédures de la Banque mondiale, des FMI sont très longues, pourquoi on va attendre toute la Banque mondiale, du FMI et des MCA? Est-ce qu'on ne peut pas aller ailleurs chercher l'argent? Mais bien sûr, aujourd'hui, comme je vous dis, Alassane, il y a des ressources financières énormes qui existent dans le monde. Par contre, il faut un vrai projet, pas le projet du président Macky Sall, mais un projet national. Et pour ça, il faut une vision nationale à laquelle les Sénégalais adhèrent. Et à partir de ce moment, le président de la République aura un mandat pour aller chercher ces fonds, pour engager des projets ambitieux derrière lesquels les Sénégalais vont se souder en sachant qu'il y a des sacrifices à faire, mais que les résultats seront au bout. Et ça, pour le faire, encore une fois, il faut une vision nationale et du courage. Aujourd'hui, c'est ce qui manque dans notre pays. Mais je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut se dégager de la tutelle de la Banque mondiale et du FMI. Je pense que c'est des institutions qui sont utiles, mais il faut refuser la tutelle de ces organisations. En fait, qui défendent leurs intérêts dans nos pays. Non seulement ils défendent leurs intérêts, mais je refuse. Pas d'autres qui veulent venir investir. Mais je refuse même de croire que ce sont ces institutions qui peuvent porter la vision que j'ai de moi-même, que j'ai de mon pays. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quand la Banque mondiale pense qu'il faut aller dans le sens de la réduction de la pauvreté ou de la mise en place d'un fonds ou d'une caisse pour les groupes vulnérables, c'est quand l'Union européenne pense qu'il faut réformer la justice dans tel sens ou dans tel autre, que nos gouvernements, pour mobiliser ces ressources, se mettent à dire oui. Or, donc ils sont portés juste par cette facilité de disposer des ressources, et pour disposer de ces ressources, ils sont prêts à acquiescer à toutes les conditionnalités que ces institutions portent. Donc, la Banque mondiale et le FMI n'ont jamais effectivement développé un quelconque pays. Hein? Et je pense que ça, il faut que ce soit établi, que jamais ces institutions ne parviendront à gérer le Sénégal. Et encore une fois, ces institutions ont une vision de ce que nos pays doivent être. Et elles vont toujours travailler à faire que nous allions dans ce sens. Mais ce n'est pas forcément la vision que nous voulons. Je vous donne un exemple.
en matière de marché agricole, pour la Banque mondiale, notre priorité devrait être de produire des filières d'exportation. Ce sont ces filières d'exportation qui vont alimenter les marchés agricoles européens. Donc nous allons produire pour nourrir les Européens. La filière riz n'est pas leur priorité. Or, c'est ce qui est peut-être le besoin principal des Sénégalais. Encore une fois, il faut qu'on se rende compte que ce sont des institutions, encore une fois, utiles, qui ont des ressources, mais ce qui doit porter notre rapport, ce qui doit déterminer notre rapport avec ces institutions, eh bien, c'est notre propre vision. Et aujourd'hui, nous sommes orphelins d'une vision nationale. Je ne parle pas encore une fois de la vision du président Macky Sall. Il faut une vision nationale à laquelle les Sénégalais adhèrent et que c'est sur cette base sur la base de cette vision nationale qu'ils acceptent de faire des sacrifices. Et seulement alors, quand on leur dira on doit augmenter les frais de scolarité pour l'université, ils comprendront que cela s'inscrit dans une stratégie globale dans laquelle ils vont gagner plus tard. Et seulement alors, ils comprendront que lorsque nous disons nous allons appliquer la vérité des prix en matière d'hydrocarbures ou tout simplement de denrées de première nécessité, ils comprendront que cela s'inscrit dans une stratégie. Mais tant et aussi longtemps que les Sénégalais n'auront pas une compréhension et n'auront pas adhéré à cette vision nationale, nous serons dans un malentendu et des tensions sociales inutiles qui nous font perdre du temps et encore une fois qui nous empêcheront d'avancer vers ce grand travail pour léguer vraiment un pays d'avenir aux générations futures, parce que c'est pour eux que nous devons travailler. Vous posez là une question fondamentale. Beaucoup de pays se sont développés, c'est parce qu'il y a un consensus autour de l'essentiel. C'est ça. Au Sénégal, on semble être dans une vision manichéenne des choses. Absolument. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi. Mais c'est dans un pays où il y a une fracture entre ceux qui croient peut-être, ceux qui sont au pouvoir, dans l'opposition, ou bien ceux qui ne partagent pas la vision. Et oui, comment faire pour avoir cette vision nationale? Mais et c'est pour ça aujourd'hui, je pense que j'en ai un peu, j'ai développé un peu cette idée dans l'ouvrage Dieu, la République et nous, en disant qu'en fait nous sommes un peu piégés par ce qu'on appelle la démocratie d'opposition. C'est-à-dire la démocratie, au lieu d'être ce système d'expression d'un pluralisme multiple pour exulter les richesses qui sont tapies en chacun de nous et de nos organisations, eh bien la démocratie est piégée par les élites politiques qui finalement utilisent cette liberté d'expression pour polariser la société en deux camps. C'est toi ou moi, eux ou nous, pouvoir ou opposition. C'est pour ça, encore une fois, nous disons, il faut libérer les citoyens, qu'ils ne soient pas pris dans ce piège. Est-ce que c'est pas là l'échec justement des mouvements citoyens qui doivent participer à la conscientisation des populations, qui eux-mêmes aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui étaient dans les mouvements citoyens ont rejoint le camp des pouvoirs ou bien d'autres s'opposent parce que peut-être qu'ils ont d'autres intérêts ailleurs. Je suis d'accord que je reproche à mes amis, à qui je pardonne d'ailleurs le fait qu'ils soient allés avec le pouvoir, d'être un peu trop pressés. Je pense qu'ils sont utiles peut-être dans le pouvoir, mais je pense qu'ils auraient été beaucoup plus utiles en continuant ce travail de construction, certes beaucoup plus difficile, mais ce travail de construction d'une véritable conscience citoyenne et d'un pôle indépendant qui pourrait émerger et qui ne serait pas prisonnier justement de cette vision partisane. Mais encore une fois, je pense que nous sommes dans un espace de liberté. Chacun est libre d'apprécier le rôle qu'il doit pouvoir jouer à un temps ou à un autre. Les Sénégalais reconnaissent à toutes ces sentinelles qui aujourd'hui sont dans le pouvoir quand même le travail qu'ils ont fait, mais je ne m'en fais pas outre mesure. Ma conviction est que le Sénégal continuera toujours d'avoir des hommes et des femmes qui comprennent les enjeux et qui vont continuer à travailler avec les populations. Et je pense que la réalité que nous sommes en train de vivre, la perception que les Sénégalais sont en train de développer concernant les politiciens, je pense que c'est autant d'éléments qui vont contribuer à se rendre compte qu'en réalité, il ne s'agit pas d'être avec Paul ou Jean. Ce qui nous lie, c'est le Sénégal. Et de ce point de vue, il faut rester libre et indépendant pour s'investir dans des travaux, des engagements qui vraiment contribuent à donner aux citoyens sa place et toute sa place. Et c'est pourquoi, encore une fois, il est important que au niveau de cette Assemblée nationale, que l'on prenne les dispositions pour permettre à des citoyens de prendre part à ces compétitions électorales au niveau durant les élections municipales, pour permettre aux citoyens de n'importe quelle localité de pouvoir
travailler pour leur collectivité sans dépendre d'un parti politique. Ne demandez pas à Hassan Ndiaye ou à Ibrahima Faye ou à Marie Ndiaye d'appartenir au PDS ou à l'APR juste pour apporter son expertise à la collectivité locale. Je pense que ça, c'est une disposition scandaleuse, exclusive que les politiciens ont mis en place. Et au niveau des indépendants, nous allons battre campagne pour que ces dispositions soient levées. Et c'est dans cet espace que je pense que j'invite les Sénégalais à s'investir pour prendre en charge leur destin. Les élections locales, c'est un premier pas, mais encore une fois, je pense que ça va être un signal très, très, très important à toute la classe politique qu'il y a une suite au 23 juin, pas dans la rue, mais dans les urnes et dans la responsabilité. Les citoyens sont capables d'apporter des solutions à leurs problèmes, surtout les problèmes au niveau local. En attendant que le fond de débat, c'est pas quelque part où les Sénégalais estiment que les gens qui font de la politique, ils en font un métier. Parce que la plupart des gens, quand on les voit, ils n'avaient rien, ils se réveillent, ils font de la politique, ils deviennent riches. Et les Sénégalais estiment peut-être qu'il faut faire de la politique pour avoir accès aux ressources. Mais je pense que ce n'est pas une impression, juste une impression, c'est la réalité. C'est la réalité aussi qui est cautionnée par un système, disons, de facilité extraordinaire et qui aujourd'hui ne doivent plus être acceptés par les Sénégalais. On s'est déjà exprimé sur la question des fonds politiques. Nous reconnaissons tous au président de la République cette nécessité de disposer d'un certain nombre de ressources pour faire face à certains problèmes. Mais nous avons demandé que l'utilisation de ces ressources soit encadrée parce qu'on le sait, c'est aussi une caisse qui a été utilisée pour l'enrichissement. On contrôle. N'est-ce pas? Ça, c'est donc un problème. Mais non seulement ça, je vous donne encore un autre exemple. Dans le cadre des marchés publics, je me désole de réaliser que, alors qu'on parle de bonne gouvernance, le président de la République qui revient des États-Unis vient de signer un accord avec une société américaine pour la fourniture de 75 000 lampadaires. Mais je dis, mais si ce sont les ressources publiques qui vont payer ces 75 000 lampadaires, mais c'est un détournement d'objectifs, c'est une violation des dispositions qui encadrent l'achat public. Donc, aussi bien sur les marchés publics qu'à travers les fonds politiques, que l'octroi de terre à la discrétion du président de la République. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir le président de la République, il pourrait vous demander qu'on vous donne 1000 m² aux Almadies, 100 hectares dans je ne sais pas quelle région. C'est autant de facilité. Récemment, il y a eu la mise en place quand même d'une commission de la réforme foncière, dirigée par Doudou Ndoye. Oui, mais je pense que je ne suis pas sûr que cette commission ira au point de refuser au président de la République le droit ou la possibilité d'octroyer des terres. Mais je veux dire, c'est la réalité que nous vivons ici. Hein? Le président Macky Sall lui-même dit avoir reçu du président Abdoulaye Wade de 2000 m² aux Almadies. Hein? Monsieur Bibo Bourgi, récemment, la presse nous relevait qu'il avait, je ne sais pas, 400 hectares, je ne sais pas où. Voilà, donc il y a les instruments d'enrichissement aux mains des hommes politiques qui font qu'effectivement, lorsque les gens s'engagent en politique dans le cadre de leur parti ou au service du président ou d'un ministre, eh bien, effectivement, à travers ces différents moyens, marchés publics, fonds politiques, ils se retrouvent à être riches. Et c'est pour ça qu'il faut que quand même la société civile travaille à être beaucoup plus offensive sur ces questions, ne pas attendre juste les scandales pour les dénoncer. Et encore une fois, c'est aussi l'espoir de voir cette commission qui a été mise en place dirigée par le professeur Amadou Matar Mbow. J'espère que cette commission ne va pas s'arrêter à la proposition juste d'un dispositif global, mais que ces propositions vont être pointues, aller sur ces questions majeures, parce que tant et aussi longtemps que ces questions ne seront pas réglées, eh bien, la lutte contre les biens mal acquis devra continuer pendant des dizaines d'années. Je dis encore, il faut marcher de 2 pas. Alors qu'on lutte pour arrêter les pilleurs, il faut aussi prendre les dispositions pour que demain, ceux qui sont là ne puissent pas utiliser le dispositif qui est en place pour faire la même chose. Et de ce point de vue, je pense que le président Macky Sall a encore un travail à faire sur les fonds politiques. Encore une fois, il faut qu'il prenne un dispositif pour les encadrer. Et là, encore une fois, c'est l'occasion de préciser, nous ne disons pas qu'il faut les rendre publics, mais je pense que quand même, 2 députés ou le président de l'Assemblée nationale et le président, voilà. Mais je pense que voilà, absolument, il faut se rendre compte que ce n'est pas utilisé pour l'enrichissement.
Et je pense que c'est un peu trop facile de dire le président n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous ne sommes pas en train de remettre en question l'intégrité du président. Mais accordons-nous que lorsqu'il y a des faiblesses dans un dispositif, il faut le corriger. On ne peut pas accepter que des fonds aussi importants, 40 milliards sur 5 ans, ne puissent pas faire l'objet d'une reddition de comptes. C'est un scandale. Vous ne pouvez pas accepter ça et du même coup parler de bonne gouvernance. Il faut juger le maçon au pied du mur et de ce point de vue, tant et aussi longtemps que le président de la République ne prendra pas des mesures décisives de ce côté, il faudra un peu douter de sa détermination. Aujourd'hui, nous sommes dans cette histoire de biens mal acquis, la traque contre les biens mal acquis, les enquêtes se poursuivent. Certains remettent en cause même le fondement de la CREI. Bon, je pense que quand même, il faut reconnaître l'exercice exceptionnel qui guide un peu la mise en place, ou en tout cas qui a motivé la réactivation de la CREI. Nous savons très bien que nos juridictions sont assez lourdes, difficiles pour traiter de tels cas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais quand même, de temps en temps, faisons preuve de réalisme. Les détournements qui ont été faits, il est difficile aujourd'hui pour l'État, sans renverser la charge de la preuve, de les faire. Il faut quand même qu'on reconnaisse que c'est une procédure exceptionnelle pour répondre à une situation exceptionnelle et en aucun cas, cela ne constitue une violation des droits humains de qui que ce soit. En réalité, ce sont les droits économiques des Sénégalais qui ont été bafoués pendant 10 ans. Et comme vous l'avez dit, nous sommes restés un peu comme ça à voir, constater qu'on est en train de dilapider nos ressources sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. Peut-être il faut féliciter les Sénégalais d'avoir eu cette patience, mais maintenant que démocratiquement ils ont renversé ce régime, mais quand même, dans la demande sociale, dans le mandat qui a été confié au président, mais cette traque des biens sur des biens mal acquis est une exigence. Et donc, en aucun cas... Monsieur Gueye, le problème, c'est que si pendant 12 ans ou 10 ans, on a pu faire autant de dégâts, si c'est vraiment prouvé, hein, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les Sénégalais eux-mêmes qui sont responsables de cette situation-là? Qu'il y a eu des complicités un peu partout pour que ces choses puissent se passer au Sénégal. Qu'on n'a jamais entendu la justice dont on parle aujourd'hui, traquer ces gens-là, réagir quand il fallait le faire, au moment où il fallait le faire. Est-ce que les Sénégalais sont responsables? Je ne pense pas qu'on puisse dire que les Sénégalais sont responsables. Encore une fois, je pense qu'on a une tradition ici, politique, culturelle, qui consiste à penser que ceux qui sont au pouvoir détiennent tous les moyens et c'est à eux de prendre en charge la gestion des ressources publiques. Les Sénégalais peut-être pensent que les systèmes, le dispositif est tellement solide, robuste, qu'il est impensable qu'une personne puisse, ou des groupes ou des personnes puissent détourner autant de ressources. On peut le faire. C'est parce qu'ils ont bénéficié de complicité. Je pense que pour la complicité, je pense qu'il est clair. Et c'est pour ça d'ailleurs, cette traque des biens mal acquis, il faut qu'on se rende compte qu'elle ne fait que commencer. Parce que après qu'aujourd'hui, quand on aura fini d'établir les faits, qui aujourd'hui, pour ce qu'on en a comme indice, nous montre qu'il y a des faits graves avec des indices probants qui nous permettent de penser que réellement, derrière les accusations, il y a des faits sur lesquels le gouvernement, ou en tout cas la Cour, pourra s'appuyer pour inculper des personnes. Mais je dis au-delà, effectivement, il y a des complicités. Et c'est après l'établissement de ces faits qu'il faudra s'intéresser aux complicités qui étaient engagées, parce qu'effectivement, même s'ils ne sont pas les principales personnes qui ont commis le délit, les personnes impliquées ou qui ont commis qui ont eu à donner leur complicité ou à appuyer en tout cas, ou à ne pas jouer même leur rôle en termes de gardiens, devront être interrogés. C'est une étape qui va venir. Et de ce point de vue, il faudrait que les Sénégalais acceptent aussi le coût d'un tel processus. Il ne faut pas aussi qu'on tombe dans l'infantilisme en disant, voilà, on a engagé la traque des biens mal acquis, il faut qu'au bout de 2 mois, ce soit fini. Ça ne peut pas se passer comme ça pour la bonne et simple raison que comme État, comme peuple, nous avons choisi d'y aller dans le droit, dans le respect des droits de toutes les parties. Et cela exige qu'on y mette les formes, cela prend du temps. Et les Sénégalais, là encore, doivent être patients. Mais je veux juste qu'on soit clair, il faut certainement qu'après que les faits soient établis
et que les personnes incriminées soient identifiées et que le traitement judiciaire conséquent en découle, il faudra effectivement que l'on se tourne aussi sur les faiblesses du dispositif, aussi bien en termes de complicité qu'en termes de procédures qui ont permis aussi facilement à quelqu'un comme le directeur du port de changer le protocole qui était signé entre le Sénégal et Dubai Port pour dire, voilà, vous ne nous donnez plus 25 milliards, vous nous donnez 10% de l'actionnariat pour une société qui vaut 1 milliard, donc on vous donne 25 milliards, vous nous donnez 100 millions. Il y a des choses qui sont tellement graves en elles-mêmes, mais le fait que le directeur du port puisse changer un tel protocole montre quand même qu'il y a une faille extraordinaire dans ce système. Est-ce que cette faille est due à une complicité humaine de l'autorité ou est-ce que c'est tout simplement une faille du dispositif? C'est aussi des questions sur lesquelles il faudra se pencher. Mais avant d'y aller, il faut que le procureur finisse son travail. Et de ce point de vue, les Sénégalais doivent protéger le procureur. Ils doivent le protéger des pressions qui peuvent venir de partout. Le président de la République peut varier dans sa volonté. Le ministre de la Justice peut varier dans sa volonté. Mais tant et aussi longtemps que les Sénégalais tiendront à ce que ce processus aille jusqu'au bout, eh bien le procureur pourra s'appuyer sur un socle solide, pourra résister parce qu'il est celui qui est sur les faits et c'est lui qui est le représentant du peuple sur cette question. Et j'en profite pour le féliciter. Je sais que c'est un travail difficile, aussi bien pour lui que pour les personnes poursuivies. Mais un pays marche comme ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, si nous le faisons bien, c'est demain tous nos enfants qui vont en profiter. Mais ceux qui sont traqués aussi dénoncent le fait que c'est là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils ont été avec eux, un mois en autre, de la vie de la nationalisation de la nation. Pourquoi ce sont seulement ceux qui sont dans l'opposition qui sont traqués? Je pense que c'est un argument qui n'est pas tombé dans les oreilles, l'oreille d'un sourd. Je veux dire qu'aujourd'hui, il est vrai que ce sont principalement ceux qui étaient au pouvoir il y a quelques années qui sont poursuivis. Mais pour moi, il reste constant que la Cour devra s'intéresser à toutes les grandes fortunes, les enrichissements subits, inexpliqués, énormes, sur lesquels les Sénégalais posent leurs yeux. Encore une fois, nous laissons le procureur et la justice faire son travail, mais je pense qu'il va falloir à un moment que l'on montre quand même, en termes même de communication politique, qu'il ne s'agit pas juste des gens du PDS. Je pense qu'il est important. Nous nous attendons à ce que la Cour s'intéresse à d'autres acteurs. Monsieur Djaber, qui aujourd'hui a acquis la Suneor pour 5 milliards, une société qui a un patrimoine qui dépasse 90 milliards, mais je pense qu'il est bon aussi de s'intéresser à son cas. Pourquoi pas? Peut-être qu'il pourra s'expliquer. Ce n'est pas une boutade, mais je pense que ce ne serait pas superflu que notre maire Khalifa Sall, qui a eu le courage de faire sa déclaration de patrimoine, peut-être puisse avoir l'occasion lui-même de s'expliquer, parce que lui-même le sait, lorsqu'il a fait sa déclaration de patrimoine, beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'hommes politiques se sont émus de cette richesse. Ce n'est pas une mauvaise chose de l'appeler pour qu'il vienne s'expliquer, d'autant plus qu'il l'a fait, disons, volontairement. J'espère qu'il a des explications. Parce que quand même, il faut dire une chose. Vous prenez qu'il y ait une démocratisation dans la traque des biens acquis. C'est très important. Il faut qu'on montre que c'est un processus équilibré. Ce n'est pas un processus qui incrimine tous les hommes politiques d'un camp. C'est un processus aussi de moralisation de la vie publique qui consiste aussi à restaurer la confiance que les Sénégalais peuvent avoir dans le système de traitement de toutes ces grandes affaires. Parce qu'encore une fois, quand on fait les enquêtes sur la demande sociale des Sénégalais, ils parlent éducation, ils parlent santé, ils parlent emploi, mais ils parlent aussi de lutte contre la corruption. Ils ont aussi le sentiment que nous sommes dans un pays où il y a des privilégiés, des hommes politiques, des personnes nantis, qui ne sont pas inquiétés par la loi, alors que eux, leurs enfants, peuvent être facilement victimes de n'importe quelle accusation et qui se retrouvent en prison. Si nous voulons construire un pays et que nous disons que nous sommes dans une république de justice, il faut qu'on soit cohérent. Et donc c'est pour ça, je pense, qu'il faut aller aussi dans une approche d'équilibre. Encore une fois, c'est un processus judiciaire, mais au-delà, c'est un processus politique où il y a une communication très importante entre quel type de république nous voulons
qui permet aussi, encore une fois, de restaurer la confiance des Sénégalais. Il y a un gros problème, M. Amadou Gueye, par rapport à cette question bien précise, où pratiquement les politiciens dans nos pays sont une sorte de secte qui s'autoprotègent, même s'ils vont des fois, ils se donnent des coups, il y a des limites qui ne franchissent pas. Mais raison de plus pour soit confirmer que c'est ainsi, auquel cas les citoyens se rendront compte que nous ne sommes pas dans une société juste, auquel cas effectivement le PDS et ses défenseurs pourront dire qu'effectivement c'est tout simplement une chasse pour décapiter le défunt pouvoir, ou alors ce sera l'occasion justement de briser ce mythe pour que les Sénégalais se rendent compte que nous ne sommes pas dans une société où il y a une caste politique d'intouchables et une autre caste d'hommes comme vous et moi, dont on peut faire n'importe quoi. Je pense que cela est très important. C'est bien pour cela que je dis que M. Khalifa Sall pourrait le faire. Encore une fois, je voudrais qu'on soit clair. En aucune manière, ce n'est une accusation. C'est un homme connu comme très honorable. Mais je donne juste un exemple pour dire, voilà, il faudrait qu'on ait un équilibre. D'ailleurs, il est important aussi, quand même, de se rendre compte que... Parce que comment s'expliquer aujourd'hui dans ce Sénégal? Comment peut-on être fonctionnaire et avant 50 ans devenir milliardaire sans avoir une seule fois possédé une société? Est-ce qu'il ne faudrait pas voter une loi à l'Assemblée nationale qu'on appelle de rendre compte? Une loi à l'Assemblée nationale où les gens qui vont diriger ce pays-là, qu'ils soient directeurs de société, fonctionnaires entre autres, qu'ils puissent venir rendre compte quand on confie les biens de la nation. Mais je pense que dans les réformes, dans les mesures proposées par les assises nationales, et c'est aujourd'hui d'ailleurs, ça commence à se développer comme une tradition démocratique dans les grands pays et même des pays comme le Rwanda, il faut venir effectivement devant le peuple, au moins pour se présenter, que l'on comprenne quelle vision vous avez du département auquel on veut vous nommer, que vous ayez l'occasion d'articuler la vision que vous en avez, qu'est-ce que vous comptez faire, et que même au bout d'un an, de 2 ans, que vous puissiez venir faire un bilan. C'est autant de recommandations qui ont été aujourd'hui faites dans les assises. Mais ceux qui ont participé à ces assises, mais c'est eux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Rien ne les empêche de travailler sur ces axes. Ils ne sont pas en train de le faire. Pourquoi? Eh bien, fondamentalement, c'est ça. Peut-être ça revient à votre première question. La caste politique, les hommes politiques sont portés par une autre dynamique qui n'est pas fondamentalement une dynamique de réforme. Ils préfèrent peut-être continuer à user des mêmes méthodes, la possibilité de nommer n'importe quel ministre sans qu'il soit audité. Quand je dis audité, voilà, qui est un processus d'audition pour voir s'il a les compétences, quelle est sa vision. C'est ce monde de facilité dans lequel ils se mouvoient. Et donc, de ce point de vue, ce ne sont pas des réformateurs. C'est pour ça que je ne me fais pas d'illusions. Ma conviction est que les Sénégalais, qui ne sont pas forcément des politiciens, et que moi j'appelle des citoyens engagés, indépendants, doivent apprendre à travailler ensemble pour porter les mesures de réforme, faire entendre leur voix. Et c'est pourquoi, encore une fois, l'une des manières de le faire aujourd'hui, c'est qu'aux prochaines élections municipales, il faut que des personnes qui ne sont pas des politiciens, mais tout simplement au titre de leur responsabilité historique, s'organisent pour commencer à prendre part à la gestion de leur localité et qu'encore une fois, cela constituera un signal fort pour les hommes politiques pour qu'ils aillent dans le sens de ces réformes qui vont permettre de développer le pays. Tant et aussi longtemps que l'on ne fera pas ça, on sera dans un malentendu historique qui de temps en temps va aboutir, de temps à autre va aboutir à une sorte d'explosion sociale parce que ce sera des frustrations et un malentendu. Mais ça aussi, ce n'est pas une solution. Se fâcher contre Jean pour faire monter Paul, qui n'est pas trop différent de Jean, c'est ce qu'on veut éviter au président Macky Sall et à toute la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc nous les invitons à aller dans le sens des promesses et des changements, des espoirs qui étaient attendus et de faire que ce Sénégal nouveau, que tous les Sénégal attendent, vienne et que tous nous en profitons et aussi pour nos générations futures. Amadou Gueye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à King Fahd Palace qui nous a accueillis dans ce jardin. Merci. Au revoir. Merci.